Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Dans l'univers idéal du meilleur des mondes, le bonheur et la liberté sont les deux piliers principaux. Mais au fur et à mesure que l'intrigue avance, nous comprenons que tous deux sont des illusions créées par un gouvernement mondial autoritaire. Cette absence de liberté individuelle, c'est le thème autour duquel tourne toute l'histoire. Un sujet encore très contemporain, malgré le fait que le livre ait été publié en 1932. Le prologue du roman est écrit par l'auteur, Aldous Huxley lui-même. Dans cette introduction à l'ouvrage, l'écrivain s'adresse directement au lecteur, avec qui il partage ses inquiétudes quant à l'avenir. Il voit le futur comme étant sous la domination d'un gouvernement totalitaire qui aurait réussi à convaincre les gens de leur propre servitude. Il pense que la science et la technologie finiront entre les mains de leur gouvernement, et qu'au lieu de servir la société, elles serviront les puissants qui veulent contrôler le peuple. Huxley insiste sur cette idée et sur comment l'individu finira par disparaître, car lorsqu'une personne pense par elle-même et ressent ses propres émotions, elle déstabilise un système qui veut tout centraliser et tout contrôler. Ils utiliseront la promesse d'un bonheur éternel pour garantir la stabilité, tout en nous persuadant que tout ce qui n'apporte pas cette stabilité doit être rejeté parce qu'il éloigne le groupe du bonheur. Le fait est que cette joie ne sera jamais humaine, mais le résultat de mécanismes autoritaires. Et c'est ce qui nous amène au premier chapitre. Dans un futur dystopique, le monde est dominé par les contrôleurs du monde, dont le seul but est de rendre les gens heureux, créant ainsi une dictature du bonheur exacerbée. L'une des premières scènes nous emmène au London Central Incubation and Conditioning Center, où un certain nombre d'étudiants visitent une usine de production humaine. Ici, les scientifiques traitent les embryons afin de déterminer le type de travail que cette personne effectuera et le rôle qu'elle jouera dans la société. Nous apprenons que la société est organisée en castes, les alphas et les bêtas étant les castes supérieures, les gammas, les deltas et les epsilon, les castes inférieures et moins intelligentes. Au chapitre 2, dans le centre d'incubation, les élèves voient comment le comportement des deltas est modifié par des chocs électriques et des sirènes qui leur sont appliquées lorsqu'ils choisissent un livre au lieu d'un lys. Cette méthode est utilisée pour éviter que ces personnes aient envie de désobéir aux autorités ou de déstabiliser l'ordre social à l'avenir. Moins ils lisent, moins ils en savent et donc mieux c'est. Une autre technique de dégrisement utilisée est l'hypnopédie, c'est-à-dire la lecture d'enregistrements à des bébés pendant leur sommeil. Les bêtas, par exemple, entendent des phrases sur leur supériorité par rapport aux gamma ou aux delta, mais sur leur infériorité par rapport aux alphas. Au chapitre 3, les enfants plus âgés apprennent à jouer avec des machines afin de susciter un désir de biens matériels et ainsi stimuler l'économie. Le directeur explique aux élèves que par le passé, l'éducation était assurée par les familles et non par l'État. Cela a conduit, comme l'avait anticipé Freud, à l'instabilité individuelle et sociale. Toutefois, après une guerre de 9 ans, les contrôleurs du monde ont pris le pouvoir et ont fait disparaître cette coutume du passé. Leur hégémonie a mené à la destruction des monuments et des livres, mais aussi à l'instauration du culte de Ford, le concepteur de la production de masse. Il existe également une obligation de prendre un médicament appelé le soma chaque semaine. Ce dernier n'est ni de la cocaïne ni de l'héroïne, mais il produit des hallucinations et laisse le consommateur dans un état euphorique. Au même moment, deux laborantines nommées Lénina, bêta+, et Fanny, bêta, se disputent au sujet de la relation qu'entretient Lénina avec Henri, un alpha, également scientifique. Fanny n'apprécie pas que son ami n'ait qu'une seule relation avec un homme. Il s'agit d'une conception démodée de l'amour et de la reproduction, qui ne correspond pas à la devise du Nouveau Monde « Tout le monde appartient à tout le monde ». Fanny encourage alors Lénina à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Celle-ci répond qu'elle pourrait coucher avec Bernard Marx, un autre employé du centre, car elle l'aime bien et va faire un voyage avec lui dans les réserves sauvages. Mais Fanny ne pense pas que ce garçon soit le meilleur candidat, car il est plutôt solitaire. Au chapitre 4, dans un ascenseur, Lénina demande à Bernard s'il l'emmènera avec lui lors de son voyage dans la réserve. Celui-ci élude la question, peut-être nerveusement, parce que la jeune fille lui plaît. Mais il ne sait pas comment l'inviter à sortir. Bien qu'il soit un alpha, sa stature le fait ressembler plutôt à un gamma. Cela incite beaucoup de gens à lui manquer de respect. Après le trajet maladroit en ascenseur, Bernard rencontre Helmholtz, un ami et ingénieur qui est également rejeté par les autres. Dans son cas, c'est parce qu'il est mentalement et physiquement bien supérieur. Les deux amis sentent qu'il leur manque quelque chose, ou qu'il y a quelque chose en eux qu'ils doivent laisser sortir. Dans le chapitre suivant, le chapitre 5, les lecteurs découvrent les services de solidarité. Il s'agit d'une sorte de messe pour 12 personnes au cours de laquelle Ford est loué.
Bernard assiste à cette réunion où l'on chante et où l'on consomme du soma, tandis que les 12 participants ont l'impression de se fondre en un seul être. Le problème, c'est que Bernard ne parvient pas à se sentir partie prenante de ce tout. Et puis au chapitre 6, Lénina et Bernard finissent par avoir quelques rendez-vous avant leur voyage. Lénina trouve ces rencontres étranges, car Bernard veut toujours avoir des conversations profondes sur la liberté. Mais Lénina ne comprend pas vraiment la raison de ces sujets, étant donné qu'elle est trop éduquée pour questionner sa liberté, car cela implique l'individualité de son être. Quelques jours plus tard, Bernard se rend au bureau du directeur pour obtenir les papiers nécessaires afin de se rendre dans la réserve située au Nouveau-Mexique. Le directeur l'avertit de faire attention à Lénina. Il s'est déjà rendu dans la réserve avec une femme, mais il est revenu sans elle, car elle s'était perdue. Avant de le laisser partir, le directeur prévient Bernard d'une dernière chose. S'il continue à être tout le temps seul, il sera transféré en Islande. Dans la 3e et dernière partie du chapitre, Lénina et Bernard partent pour la réserve du Nouveau-Mexique. C'est alors que Bernard apprend que l'Islande n'était pas un avertissement, mais une réalité. Il y sera envoyé dès qu'ils auront trouvé un remplaçant pour son travail à l'hypnopédie. Lorsqu'ils arrivent à la réserve, un garde explique à Lénina que bizarrement, les femmes accouchent encore ici, car la reproduction se fait encore comme dans l'ancien monde. Cependant, Lénina est tellement sous l'emprise du soma qu'elle n'en est pas consciente. Au chapitre 7, Lénina et Bernard visitent la réserve. L'une des premières choses qu'elle voit et qui la répugne, c'est un vieil homme. Elle ne comprend même pas ce qu'il a, ni pourquoi il est comme ça, et Bernard lui explique que c'est quelque chose qui n'arrive plus dans le Nouveau Monde, car les autorités ont trouvé le moyen de s'en débarrasser. La douleur et le vieillissement ont été éliminés. Peu après, le couple assiste à un rituel chrétien impliquant des sacrifices. Cela fascine Bernard, mais pas Lénina, qui n'arrête pas de prendre du soma pour le supporter. Ils sont ensuite abordés par un homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, un certain John, qui leur explique qu'il ne peut pas participer au rite parce qu'il ne fait pas partie des autochtones. Il leur dit qu'il est né d'une femme, comme Lénina. Bernard en conclut que la mère de John doit être la femme que le directeur a perdue. Cette femme s'avère être Linda, qui se plaint à Lénina et Bernard, qu'elle considère comme ses égaux, que la réserve est très sale. Elle leur apprend que John est effectivement le fils du directeur, mais qu'il a été enlevé par les sauvages lors de leur visite il y a 25 ans. Lénina n'est pas très à l'aise avec la présence de Linda, mais elle s'en accommode et continue d'écouter. Linda raconte ensuite comment, au début de sa vie dans la réserve, elle a couché avec tous les hommes. Elle pensait que c'était ainsi que les choses devaient se passer selon les préceptes appris dans la civilisation. Cependant, lorsque les femmes sauvages se sont mises en colère contre elle, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire cela. Linda en conclut ainsi qu'elle n'était pas aussi civilisée dans la réserve que dans le Nouveau Monde. Au chapitre 8, John raconte à Bernard ce qu'est la vie au Nouveau-Mexique. Il explique que sa mère est restée avec un homme, Pop, qui lui apporte de l'alcool pour soulager sa dépendance au soma. John sait lire parce que Linda lui a appris, ce qui lui a donné l'impression d'être supérieur aux autres. Lorsque sa mère lui a offert les œuvres complètes de Shakespeare, il a failli tuer Pop en imitant l'histoire d'Othello. Le jeune homme explique aussi que le plus dur pour lui, c'est de ne connaître que la réserve. Mais parce qu'il n'est pas comme les autres habitants, il est mis à l'écart et n'a pas le droit de participer à certains rituels. Il partage ce sentiment avec Bernard. Celui-ci pense à faire chanter son directeur pour conserver son poste. Il invite ainsi Linda et John à retourner en Angleterre avec eux. Cela enthousiasme John, qui a beaucoup entendu sa mère parler du meilleur des mondes. Au chapitre 9, Lénina est tellement bouleversée par tout ce qu'elle a vécu qu'elle dort, toujours grâce à l'action du soma, pendant 18 heures. En l'observant dans son sommeil, John s'imagine être amoureux d'elle. Il s'imagine même être le protagoniste d'une histoire similaire à celle de Roméo et Juliette. Mais dans leur cas, la relation est impossible parce qu'ils appartiennent à deux mondes différents. Pendant qu'elle dort, Bernard organise le retour de Linda et de John. Au chapitre 10, le directeur et Henri se préparent à recevoir Bernard avec impatience et à l'envoyer directement en Islande. Le reste du personnel assiste également à la réception, avant laquelle le directeur reproche à Bernard son comportement et lui demande s'il a une raison de ne pas l'envoyer en Islande. Bernard répond par l'affirmative et fait entrer Linda et John. Lorsque Linda aperçoit son ancien partenaire, elle se précipite vers lui, mais le directeur la repousse. En colère, Linda commence à lui crier dessus, en lui disant qu'il l'a laissée enceinte et seule dans la réserve. Le directeur ne sait plus où donner de la tête, surtout lorsque John s'agenouille et l'appelle père. Les autres personnes présentes dans la salle éclatent de rire. Bernard, au moins, sait qu'il a gagné un peu de temps. Et au chapitre 11, finalement, le directeur est contraint de quitter son poste. Pendant ce temps, John et Linda s'acclimatent au Nouveau Monde.
Elle continue à prendre du soma, et John, quant à lui, est admiré par de nombreuses personnes, attiré par sa beauté, par ses idées et par son comportement non civilisé. Bernard est désormais célèbre, ce qui lui attire de nombreuses femmes également. Il a aussi gagné quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, le respect de ses supérieurs. En conséquence, le protagoniste devient quelque peu arrogant. Maintenant qu'il ne se sent plus en décalage avec les autres, il accepte toutes les normes de la société et s'éloigne d'Helmholtz, son seul véritable ami. Bernard tente également d'éduquer John, mais ce dernier est réticent à abandonner ses propres conceptions de la mort. Il ne veut pas non plus prendre de soma, car il voit l'effet que cela a sur sa mère. La seule chose que John souhaite, c'est de sortir avec Lénina. Le couple va au cinéma, mais John n'aime pas le film qu'il voit. Après avoir déposé Lénina chez elle, ce qui la frustre, car elle s'attendait à coucher avec lui, John retourne chez lui pour lire Othello. Au chapitre 12, Bernard organise une fête et tente de faire venir John, mais en vain. Le sauvage refuse de quitter sa chambre, ce qui déçoit les autres invités qui se montrent médisants à l'égard de Bernard. Le protagoniste se rend alors compte qu'il n'a jamais été accepté. Les autres ne voient en lui qu'un moyen de se rapprocher de John. Attristé par cette humiliation, Bernard commence à prendre du soma pour s'évader. Lorsqu'il sort de sa transe, John est le seul à le traiter avec courtoisie. Il voit en lui le Bernard qu'il a connu dans la réserve, celui qui ne s'est pas servi de lui et auquel il s'est identifié. Bernard présente également ses excuses à Helmholtz, qui accepte son pardon et commence à passer du temps avec Bernard et John. Mais ce rapprochement entre Helmholtz et John rend Bernard profondément jaloux. Il commence même à considérer ses amis comme la cause de la perte de sa notoriété. Au chapitre 13, John est toujours amoureux de Lénina et elle ne cesse de penser à lui. Son amie Fanny lui donne les conseils habituels pour qu'elle oublie le sauvage, coucher avec d'autres hommes ou en finir une fois pour toutes avec John. Lénina décide alors de se rendre dans la chambre de John. Il commence à lui parler de Shakespeare et plus particulièrement de Roméo et Juliette. Cette histoire de relations et de sentiments impossibles laisse Lénina perplexe car elle ne comprend rien à tout cela. Alors elle se déshabille et tente de séduire John. Mais celui-ci réagit par des insultes et des coups, si bien que Lénina doit se réfugier dans la salle de bain. C'est à ce moment que le téléphone sonne. John décroche et apprend que sa mère est à l'hôpital. Dès qu'il l'apprend, il quitte la maison pour aller la voir. Et Lénina en profite pour rassembler ses affaires et faire de même. Et au chapitre 14, en effet, Linda se meurt. Mais ce qui surprend vraiment les infirmières de l'hôpital, c'est que son fils, John, vient lui rendre visite. Un événement inhabituel dans une société où la maladie ou la mort de l'individu n'a aucune importance. Voyant sa mère dans cet état d'inconscience, John se sent plus seul que jamais. Au cours de la journée, Linda reprend un peu ses esprits et commence à poser des questions sur Pop. John secoue sa mère pour qu'elle le reconnaisse, mais elle se met à tousser parce qu'elle ne peut pas respirer correctement. Voyant que Linda s'étouffe, John part chercher l'infirmière, et le temps qu'il revienne, malheureusement, sa mère est déjà morte. Au chapitre suivant, après avoir pleuré la mort de sa mère, John quitte l'hôpital. Non loin de là, il trouve une file de Delta qui attendent leur ration quotidienne de soma. À cet instant, John a une révélation. Cet endroit est loin d'être le meilleur des mondes. Il s'engage alors à libérer les habitants de la dictature du bonheur. Il commence à dire aux Delta que le soma est un poison et le jette par terre. Les Delta ne comprennent pas et, désespérés d'obtenir leur soma, commencent à se battre. Peu après, Bernard et Helmholtz arrivent sur les lieux, alertés par le comportement de John. Ils découvrent une scène déplorable. John jette le soma, tandis que les Delta l'attaquent. Helmholtz tente de défendre John, mais Bernard décide de rester en dehors de la bagarre, de peur d'être, plus tard, encore rejeté. La police arrive à temps et vaporise du soma jusqu'à ce que tout le monde oublie la bagarre et que l'humeur passe de la colère à l'amour. Bernard tente alors de s'échapper, mais la police l'arrête, ainsi que Helmholtz et John. Au chapitre 16, Bernard, Helmholtz et John sont amenés devant Mustapha, le contrôleur de l'Europe de l'Ouest. John discute avec lui et lui demande pourquoi certains livres, tels que Othello, sont interdits. Mustapha répond que tout ce qui est ancien est inutile. Cela contient des références aux émotions et aux passions qui sont déstabilisantes et nous empêchent d'être heureux. L'autre question, sur laquelle John demande des explications, est celle des castes et de la modification des intelligences pour que certains groupes soient plus intelligents que d'autres. Mustapha explique que c'est l'essence même du système et la raison pour laquelle il est stable. C'est ainsi, chacun se contente de l'emploi qu'il occupe sans aspirer à autre chose. En bref, l'ambition a été éliminée. Enfin, ils discutent de la science et de la raison pour laquelle le gouvernement la contrôle. Mustapha est clair sur ce point. Ne pas le faire déstabiliserait tout le système.
Mustapha clôt finalement la discussion en annonçant à Helmholtz et à Bernard qu'il va les envoyer sur une île où seront emmenés tous ceux qui développent leur individualité. Il admet qu'il était lui-même sur le point d'être relégué dans un tel endroit. On lui a proposé soit cela, soit le poste de contrôleur, car pour occuper ce poste, il faut une certaine dose d'individualité. Sauf qu'il s'agit de stabiliser et non de déstabiliser la société. Au chapitre 17, John est le seul à rester avec le contrôleur, et la dispute entre les deux se poursuit. Mustapha admet qu'en effet, bien d'autres choses que la science et les arts ont été sacrifiées au nom du bonheur collectif. L'autre élément, par exemple, c'est la religion et la figure de Dieu, à laquelle le contrôleur croit, mais qu'il considère comme inutile pour la société. Si personne ne vieillit et n'est malade, il n'y a pas besoin d'un être divin à qui adresser des prières. D'autant plus que cette action se fait généralement seule, ce que le Nouveau Monde rejette. Et pour John, à cet instant, rien n'a de sens. Il ne voit que des êtres humains sans personnalité. Il considère que des larmes seraient bénéfiques de temps en temps. Alors au dernier chapitre, le chapitre 18, John demande à Mustapha de pouvoir se rendre sur l'île avec Bernard et Helmholtz. Mais le contrôleur refuse de lui donner l'autorisation nécessaire. Son but, c'est de poursuivre ses essais scientifiques et de faire de John un être civilisé. John n'a donc pas d'autre choix que de rester. Il se construit une maison dans un phare abandonné où il continue à prier, chasser et à planter sa propre nourriture. S'il se sent heureux un instant et commence par exemple à chanter une chanson, il se bat et se fouette, se reprochant d'avoir oublié la mort de sa mère et tout ce qu'il a vécu. Un jour, des employés de Delta Minus découvrent John et sa vie d'ermite. La nouvelle de son existence commence à se répandre. Des journalistes arrivent au phare et tentent d'interviewer John, mais celui-ci refuse et réagit violemment. Seul un journaliste parvient à enregistrer des images de John, à partir desquelles il réalise un film. Les gens, après avoir vu ce film, commencent à s'intéresser à John et à venir le voir au phare, comme s'il s'agissait d'un animal au zoo. Lénina et Henri viennent également lui rendre visite. Dans un état de confusion totale, John commence à frapper Lénina, mais se met immédiatement à danser au son des chants de la foule. Le chapitre se termine par un bref saut dans le temps. Quelques heures plus tard, après s'être réveillé d'un sommeil induit par le soma, John s'est pendu aux escaliers de son phare. Et son corps est découvert par une poignée de reporters venus à leur tour pour tenter de l'approcher. Avec lui, disparaît ainsi l'expérience de Mustapha et sa tentative d'amener John à accepter l'utopie. Et c'est sur cette scène que se termine le roman, qui fait intervenir tout au long de l'intrigue une multitude de personnages. C'est grâce à ces personnages que l'écrivain a pu construire son monde imparfaitement parfait. Sans eux, et sans la réponse que chacun donne au système, Huxley ne pourrait pas présenter, évaluer et réfléchir sur les états autoritaires et le conformisme de la société. Dans toutes les dystopies, il y a un personnage qui, dans une plus ou moins large mesure, consciemment ou inconsciemment, met le système en échec. Dans le meilleur des mondes, ce personnage, c'est Bernard. Non conforme au canon physique de sa caste, il est rejeté par les autres et aliéné par rapport à la société. Néanmoins, et contre toute attente, il n'affronte pas le système. Mais à divers moments du roman, comme lorsqu'il retourne à Londres avec John, il tente de s'intégrer. Après tout, il a été formé pour cela. C'est un exemple de la manière dont toute tentative de rébellion peut être réduite au silence et contrôlée par l'autoritarisme. Lénina, de son côté, est une femme qui est totalement dans le système. Elle ne pense à rien d'autre qu'à être heureuse. Dès qu'elle voit qu'elle s'éloigne de cette émotion, elle prend du soma ou se réfugie dans le plaisir. Quant au directeur, pendant la première partie du roman, il est le grand représentant du système. Mais il est aussi la preuve que personne ne vaut plus qu'un autre et que le succès et la reconnaissance peuvent s'arrêter en un instant. Lorsque John apparaît, le simple fait d'avoir un fils sauvage le condamne à l'oubli et à l'humiliation. Nous avons également Mustapha, qui est le contrôleur et donc le plus puissant. Ses arguments, lorsqu'il discute avec John, montrent la réalité du système. Il y a des gens qui sont libres et qui ont accès à la connaissance. Il n'y a donc pas de collectivité homogène, mais ce n'est qu'une excuse pour empêcher les autres de penser par eux-mêmes, afin de contrôler la société. Le personnage de John, enfin, joue un rôle essentiel dans la confrontation et le rapprochement des deux mondes, l'ancien et le nouveau, le collectif et l'individuel. Le fait qu'il ne puisse pas s'adapter montre que le système de ce monde idyllique ne fonctionne que si le contrôle est total, et ce, dès la naissance. Ce qui nous amène à une analyse plus poussée, en passant en revue les thèmes que nous propose le meilleur des mondes. Nous avons notamment la consommation et la marchandisation. À plusieurs reprises dans le roman, Huxley raconte comment l'État cherche à faire consommer les gens,
qu'ils consomment des biens et des services, mais aussi des corps, le leur et celui des autres, qui finissent à leur tour par devenir des produits. Cette marchandisation et cette consommation des corps conduisent à un système dans lequel on n'est productif que si l'on travaille ou interagit, en évitant toute pensée ou sentiment individuel. C'est ainsi que le gouvernement stabilise, contrôle et maintient l'économie et la société. L'auteur nous présente également ici un avenir dystopique, et bien qu'il s'agisse davantage d'une caractéristique que d'un thème, il est intéressant de voir comment le nouveau monde est décrit et construit. Huxley, tout comme George Orwell l'a fait dans 1984, crée un avenir dans lequel le gouvernement contrôle tout. Ce contrôle est incontesté, car le conformisme de la société est le grand allié du système. Bien qu'il parle de l'avenir, à travers le récit, Huxley entend critiquer les gouvernements actuels. Sans en être au stade du meilleur des mondes, l'autorité s'immisce dans la vie des gens et tente de les contrôler de plus en plus avec la promesse d'une meilleure stabilité. Une sorte de « nous pensons pour vous » afin que vous n'ayez pas à le faire et que vous n'ayez qu'à vous soucier d'être heureux. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce bonheur n'est pas individuel ou autodéterminé. Il est également contrôlé par l'État. Dans le Nouveau Monde, les gens sont heureux grâce au contrôle génétique et à la drogue, le soma. Et puis, le meilleur des mondes pose aussi la question de la liberté et de savoir comment la société se sent libre alors qu'elle ne l'est pas. L'État a réussi à faire entrer la liberté dans la tête de chacun, de telle sorte que les structures qui limitent cette liberté sont invisibles. Par exemple, le soma, qui génère la sensation d'être libre. Seuls des personnages comme Bernard ressentent ces chaînes. Huxley en vient à dire qu'il existe déjà dans la société moderne des mécanismes qui, à l'instar du soma, dans le meilleur des mondes, nous font ressentir une liberté irréelle. Par exemple, croire que nous avons accès à tout. Croire que nous pouvons consommer sans limite nous fait croire que nous sommes libres, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une stratégie pour ne pas penser ou réaliser les autres choses qui nous emprisonnent, comme les prix élevés, les loyers, etc. Vient également le thème du pouvoir de la connaissance, avec notamment le personnage de John, qui est celui qui demande pourquoi on ne peut pas lire. L'impossibilité de le faire est une autre façon de restreindre la liberté individuelle. Ceux qui ne savent pas, la lecture et les œuvres d'art étant un moyen de savoir, ne pensent pas, ne posent pas de questions et ne se confrontent pas à ce qu'ils n'aiment pas. Quoi qu'il en soit, le roman montre également comment l'abus de connaissances peut générer des choses négatives. Le gouvernement mondial sait tout de la science et de la technologie. Cela lui a permis de contrôler même la naissance ou le vieillissement des gens. Mais pour cela, le système empêche la connaissance de la majorité. Cela génère une sorte de boucle réflexive, un débat sur le pouvoir de la connaissance et sur les limites de la science, et sur le fait également que pour que la connaissance ait du pouvoir, elle ne peut pas être accessible à tout le monde. Enfin, la société moderne a fait du bonheur l'objectif de tous. Dans le meilleur des mondes, Huxley réfléchit au danger que représente cette perspective. Il considère que le bonheur nous fait échapper à tous les autres sentiments, notamment parce que c'est le système qui nous dit comment nous devons être heureux, créant ainsi une émotion collective, homogène et commune à tous. Le roman se demande donc s'il n'est pas aussi important d'être malheureux pour être capable d'apprécier la beauté et de traverser des situations de toutes sortes. Les personnages, lorsque quelque chose ne leur plaît pas ou les terrifie, prennent du soma, ce qui rend leur bonheur purement chimique et non réel. C'est-à-dire que même lorsqu'ils pensent être heureux, ils ne le sont pas. Ainsi, il n'est pas difficile de voir comment toutes les questions traitées dans le meilleur des mondes ont des connotations sociologiques. Huxley crée une société dystopique, mais dans ses propositions, il y a des vérités qui ne sont pas de la science-fiction. Les sociétés modernes occultent certaines émotions et se persuadent que le bonheur, par exemple, c'est de consommer sans se rendre compte que c'est la publicité qui nous a convaincus. L'écrivain prend donc des éléments qui le préoccupent dans l'actualité et les pousse à l'extrême, écrivant une sorte d'essai sociologique dans la fiction et nous invitant à réfléchir à ce qui se passerait si c'était vrai. Et c'est tout pour cet épisode dédié au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.